de la conversation. Chacun sait que dans les rencontres de loisirs, l'échange des idées, si l'on peut ainsi dire, se fait par des formules connues d'avance. L'esprit s'y joue tout au plus dans les mots, comme en des variations, sans autre plaisir que la surprise. Je vois là un reste des anciennes cérémonies où l'on avait assez de bonheur à confirmer les signes. Tels sont les vrais plaisirs de la société. L'esprit en révolte n'y apporterait qu'une guerre stérile. La dispute vive surprend et rend stupide par la nécessité de suivre l'adversaire sur son terrain. Mais aussi il faut être enfant pour croire que les victoires en discours établissent jamais quelque vérité. L'imagination est déjà assez puissante sur les formes mal définies, et il existe même des sophismes de géométrie qui étonnent un moment. À bien plus forte raison, quand on argumente sans figure et avec les mots seulement, il n'est rien d'absurde qu'on ne formule, rien de raisonnable qu'on ne puisse contester, car les mots n'ont point d'attache selon le vrai, et en revanche, ils ont comme leur origine le fait assez comprendre une puissance d'émouvoir qui va toujours au-delà de leur sens, et qui fait preuve pour l'animal sans qu'il sache seulement de quoi. Ce n'est pas qu'on puisse toujours laisser l'arène aux bavards, aux emportés, aux charlatans, mais la discussion arrive tout juste à troubler cette magie des paroles par de sèches et précises questions, encore pleines de pièges pour les autres et pour soi-même, sans compter que la fatigue termine tout par des semblants d'accord et une paix pleine de récriminations à part soi. On peut admirer ici la profonde sagesse catholique qui n'a pas voulu que les graves problèmes fussent livrés à de telles improvisations. Mais les sages de la Grèce et Platon lui-même étaient encore à la recherche d'un art de persuader et d'un art de convaincre. Et l'on peut voir dans les immortels dialogues le contraste peut-être cherché après tout entre les discussions mot à mot qui jettent l'esprit dans le désordre et les belles invocations, utiles surtout à relire et qui font de si puissants éclairs. Mais il faut être bien au-dessus du discours pour lire Platon. Toujours est-il que bien des hommes, et non des médiocres, espèrent encore beaucoup d'une discussion serrée où l'on porte des coups comme ceci. De deux choses l'une, ou bien je vous mets ici en contradiction avec vous-même, nul n'en est plus au Bocardo et Baralicton de l'école, mais que de vaines discussions dans la longue enfance de la sagesse. Après cette idée séduisante, que la contradictoire d'une fausse est nécessairement vraie, ce qui ferait qu'en réfutant on prouve. Mais l'univers s'en moque. Il ne se moque pourtant point de nos angles, ni de nos triangles égaux ou semblables, ni du cercle, ni de l'ellipse, ni de la parabole. Ces choses sont élaborées par dialectique, les choses dont on parle étant d'abord définies par des paroles et ne pouvant l'être autrement. Et puis le penseur se faisant à lui-même toutes les objections possibles jusqu'à la conclusion inébranlable. Cette puissance de la dialectique mathématique a toujours étourdi un peu les penseurs, et encore plus peut-être lorsque le langage plus abstrait de l'algèbre sembla s'approcher davantage des secrets de la nature, au moins de l'astronomique, mécanique et physique, et ce livre-ci a pour objet d'éclairer tout à fait ces difficultés, à savoir d'expliquer ce que peut la logique pure, que l'on devrait appeler rhétorique, et pourquoi la mathématique peut beaucoup plus. La colombe, dit Kant, pourrait croire qu'elle volerait encore mieux dans le vide. Tout à fait ainsi, le mathématicien, ne pensant plus assez à ce qui reste encore d'objets devant ses yeux et sous ses mains, pourrait bien croire qu'il penserait plus avant encore avec des mots seulement. D'où sont nés ces jeux dialectiques, tour à tour trop estimés et trop méprisés, que l'on appelle théologie, psychologie, magie, gros de vérité, mais vêtus de passion, de façon que toute leur vertu persuasive est attribuée trop souvent à un syllogisme bien fait, ou bien à une réfutation sans réplique. C'est Aristote, celui des philosophes peut-être qui argumente le moins, c'est Aristote, élève de Platon, qui eut l'idée de mettre en doctrine l'art de discuter, si puissant sans doute sur sa jeunesse. Et des siècles de subtilité n'ont pas ajouté grand-chose à son prodigieux système de tous les arguments possibles mis en forme. Et si on le lisait sans préjugés, on n'y verrait plus cette logique ou science des paroles, et en même temps science des raisons, mais plutôt la vraie rhétorique qui traite de ce que le langage tout seul doit à l'entendement, et qu'on la nomme comme on voudra. C'est donc comme une grammaire générale qu'il faut maintenant examiner sur quelques exemples, renvoyant le lecteur pour les détails et le système à n'importe quel traité de logique. Dès que l'on connaît leurs secrets, ils sont tous bons. Il ne manque à ce chapitre qu'un peu de plus d'ampleur, afin de découvrir dans le moindre entretien toute l'humanité. C'est qu'on n'estime pas assez les écoles d'éloquence, comme celle des Anglais, qui préparent tout droit au débat politique ou notre conférence des avocats,
je ne crois pas qu'on y apprenne l'éloquence, mais on y apprend quelque chose de bien plus important, le respect du semblable, la retenue dans la victoire, toute classe qui manque dans les foires à discours. Quiconque réfute dans la pensée de celui qu'il réfute et se met d'accord avec lui. N'est-ce pas merveilleux? L'homme a donc le pouvoir de comprendre même qu'on ne le comprenne pas. Toute l'Antiquité s'est formée par des discours pleins de politesse, comme on voit dans les De Natura Deorum de Cicéron. En Lucrèce, encore plus de hauteur par la puissance de la poésie qui en effet use encore plus noblement du langage et conserve plus étroite l'amitié humaine par le nombre et le pas des vers, en sorte que le réfuter ainsi c'est honorer. Ici se termine l'introduction qui voulait élever le langage à sa dignité, comme éminemment le moyen de penser avec les autres et avec soi. Il faut souhaiter que la conversation retrouve ses lois et ses cérémonies, qu'on peut dire sacrées sans exagérer. Il s'agit à présent d'analyser ses ressorts. De la logique ou rhétorique. Il y a une rhétorique appliquée qui examine si une proposition du langage convient ou non à l'objet. Cette rhétorique accompagne toute science. Par exemple, pour contrôler cette proposition, tout juste est heureux, il s'agit d'examiner les mots et les objets. La rhétorique pure, qu'on appelle communément logique, s'occupe seulement de l'équivalence des propositions, ou si l'on veut, de l'identité du sens sous la diversité des paroles. On peut dire encore qu'elle examine comment on peut tirer d'une ou plusieurs propositions une nouvelle manière de dire, sans considérer les objets, mais d'après les mots seulement. Ainsi, de la proposition tout juste est heureux, on peut tirer que quelque heureux est juste, et non pas que tout heureux est juste. Mais de la négative, aucun injuste n'est heureux, on peut tirer qu'aucun heureux n'est injuste, afin qu'on ne soit pas tenté de considérer ici les objets, ni d'engager avec soi quelques discussions sur le bonheur ou sur la justice. Il est avantageux de représenter les termes par des lettres, ainsi qu'Aristote le faisait déjà. Ainsi, de quelques A et B, on ne tirera que quelques B et A, et de quelques A n'est pas B, on ne tirera rien du tout. On voit ici que l'on pourrait exposer ces conséquences par une espèce d'algèbre, comme les logisticiens de nos jours l'ont essayé. Les principes ici rappelés sur des exemples simples pourront servir à juger ces immenses travaux, toujours trop estimés d'après la peine qu'on prend à les suivre. L'opposition des propositions de même terme donne encore lieu à des remarques simples, mais fort utiles, en ce qu'elles nous font saisir le sens des mots tout, quelque, aucun. C'est donc comme une grammaire générale en quelque sorte. S'il est posé que tout A et B est une proposition vraie, la proposition contraire aucun A n'est B est fausse. Mais si la première est fausse, la seconde peut être vraie ou fausse. Il n'en est pas de même pour les contradictoires. Tout A est B et quelque A n'est pas B, car de ce qu'est l'une est vraie ou fausse, il faut tirer que l'autre est fausse ou vraie. La conversation use encore de ces manières de dire, où il serait plus utile d'examiner la proposition même que le raisonnement de pure forme, par lequel on en fait sortir une autre. Les propositions tirées de l'expérience se présentent plutôt sous la forme qu'on nomme hypothétique. Si A et B est aussi équivalente d'ailleurs à la première, comme si l'on disait que si un homme est juste, il est heureux. Cette autre manière de dire conduira à une analyse un peu différente. On raisonnera ainsi si A et B et or A est, donc B est, or B n'est pas, donc A n'est pas, puisque A est B et B est. Et l'on voit que les propositions A n'est pas ou B est ne conduisent à rien. Il faudrait avoir ajouté à la première que si A n'est pas B, si A n'est pas, B n'est pas. Les objets n'y font rien, on considère seulement ce qui est dit, et ce qui est dit enferme ou non telle autre manière de dire. Pour achever un peu de mots cette esquisse, on peut passer de cette dernière forme au syllogisme classique. Au lieu de dire si A et B, et disons tout ce qui est A et B. Si nous ajoutons la proposition X et A, nous serons amenés à la conclusion X et B, comme aussi de ce que A exclut B, autre forme de si A et B n'est pas. De ce que X est A, nous concluons que X n'est pas B. X, c'est tout, ou quelque, ou un, pourvu que ce soit le même X. Et voilà le syllogisme de la première figure. Tout envieux est triste, toute ambition est envieuse, tout ambitieux est triste. Et si partant de la même supposition, tout ce qui est A est B, on pose que X n'est pas B. Ou si A exclut B, que X est B, on aura la conclusion que X n'est pas A. Ce qui est le syllogisme de la seconde figure.
Cette méthode d'amener ces deux figures me semble la plus naturelle, sans compter qu'elle les distingue bien du syllogisme de la troisième figure que j'appelle syllogisme par exemple. Il consiste celui-là à conclure si x, quel que tout ou un, est à la fois A et B, que A et B se trouvent quelquefois ensemble, ou que, comme on dit, quelque A et B, pour les modes qui diffèrent selon tout ou quelque, et où n'est pas, on travaillera utilement à les retrouver tous, ce qu'on ne fera point sans attention. Le principe de ces transformations n'est pas difficile à trouver. C'est qu'il faut que l'entendement reconnaisse la même pensée sous deux formes, ou, en d'autres termes, qu'il n'est pas permis de tirer d'une pensée écrite une autre pensée écrite sans avoir égard aux objets. Le célèbre principe d'identité s'offre ainsi de lui-même dans les études de logique, comme un avertissement dialecticien qui espérerait augmenter ses connaissances en opérant sur des mots définis seulement. Tel est le prix d'une étude un peu aride que, si on la conduit en toute rigueur, montre assez que tout raisonnement sans perception enferme certainement des fautes s'il avance. Toutes ces fautes si naturelles viennent de ce que l'on enrichit peu à peu le sens des mots, par la considération des objets, et cela sans le dire et même sans le savoir. Il se trouve une difficulté préalable dans la logique, c'est que si l'on a purifié cette notion, ce qui est revenir à la logique d'Aristote, on se trouve alors bien loin de la logique moderne, qui n'est autre que la méthode des sciences. On peut se proposer de tracer une série de logiques allant de l'abstrait au concret, et qui grouperait d'une façon nouvelle un certain nombre de développements importants. On pourrait distinguer 1. La logique d'Aristote, qui est une sorte de grammaire générale du oui et du non. 2. La logique transcendantale, qui fait l'inventaire des formes a priori, c'est-à-dire l'anatomie de l'entendement. 3. La logique de Descartes, ou logique de l'ordre, qui prescrit l'analyse, diviser les difficultés, la synthèse, conduite par ordre des pensées. 4. La logique de Bacon, ou logique expérimentale, qui étudie les procédés par lesquels on pénètre dans la connaissance des faits. Les notions qui seraient ici mises en place seraient par exemple la mesure, les instruments et la méthode des variations qui consiste à imprimer au phénomène des changements quantitatifs. Le principal ici serait de décrire l'application des mathématiques à l'expérience, c'est-à-dire la traduction des variations par les fonctions, expression rigoureuse de l'expérience. Les courbes sont des exemples excellents de ce langage sans ambiguïté, qui dit mieux que tout autre les variétés et les liaisons de l'expérience. On trouvera un exemple très clair dans l'expression des progrès d'un dressage quelconque. Un animal dans un labyrinthe apprend à en sortir et fait des fautes, que l'on inscrit sur l'ordonnée. Une courbe figure la diminution des fautes. Cette méthode sert aussi à noter les progrès du dactylographe, ou bien la fatigue par l'ampleur mesurée et décroissante d'un effort déterminé, l'ergographe. Toutes ces inscriptions aboutissent à la courbe en cloche, qui est une conquête du langage scientifique. Les fautes décroissent d'abord lentement et ensuite très vite et enfin très lentement sans jamais disparaître. Cette partie de la logique est toute neuve. J'y joindrai au sujet des tests les manières de calculer les moyennes. Tout cela est bien la logique du laboratoire. Je crois aussi qu'on trouvera par là les problèmes de la probabilité qui découvrent ce que donnerait le pur hasard et donc ce qui n'est point par hasard. Ce ne sont toujours que des applications de l'art de mesurer. Enfin, le tableau des instruments de mesure, enregistreurs, multiplicateurs, etc., serait aussi une partie bien nouvelle de la logique expérimentale. Parmi les instruments, on comptera l'atelier et l'usine, où en effet les résultats seront enregistrés. Consommation d'un moteur, travail mesuré par l'indicateur de watts, etc. Il faut se borner à énumérer car il ne faut pas tomber dans la technologie. La conclusion est que la logique d'Aristote régit toutes les autres et qu'en règle la précédente régit les suivantes. Il faut qu'ici le disciple surmonte un peu d'ennui et arrive à connaître tout le système d'aristotélicien, tel qu'on le trouve partout avec Barbara, Célarente, Dari, Ferrieux, etc. J'ai préparé ci-dessus un chemin facile pour entrer dans ces broussailles, sans risquer de s'y perdre. On fera grande attention à la distinction des quatre figures, bien plutôt qu'aux règles. Il faudra réfléchir sur les syllogismes comme sur des espèces naturelles. Quelque homme est sage, tout sage est bien heureux, donc quelque homme est heureux. Ce syllogisme doit être redressé par la majeure, et la seconde, c'est un daraï. A, c'est l'affirmative universelle, tout sage est heureux. 1. C'est la particulière affirmative. 2. Il s'agit de réfléchir longtemps à cette structure, de bien savoir ce que signifie tout homme, tout sage. Il faut étudier de très près les raisonnements sur les opposés et bien distinguer les contraires.
tout homme est ambitieux. Nul homme n'est ambitieux, les subcontraires. Quelque homme est ambitieux, quelque homme n'est pas ambitieux. Bien regarder au contradictoire, tout homme est ambitieux, quelque homme n'est pas ambitieux. Eh bien, comprendre comment de la fausseté de l'une, il faut conclure la vérité de l'autre. Par exemple, s'il est faux que quelque homme n'est pas ambitieux, il est donc vrai que tout homme est ambitieux. Et si cette proposition est fausse, il faut donc que l'autre soit vrai, car s'il est faux que tout homme est ambitieux, il faut alors qu'il y ait quelques hommes qui ne soient pas ambitieux et aussi examiner les subalternes. Tout homme est ambitieux, quelque homme est ambitieux. Si la première est vraie, la seconde est vraie, a fortiori. Mais si la seconde est vraie, l'autre peut être vraie ou fausse. J'insiste beaucoup afin d'éveiller la curiosité et je tiens que ces études sont une bonne école de l'attention et qu'en les continuant de longues années, on finira par faire des découvertes dans cette transparence des discours qui représentent l'esprit